Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés, vous vous rappelez peut-être, en plein suspens. J'avais même employé un mot anglais qu'il faudrait tout de même bannir de cette enceinte, cliffhanger. Mais je l'ai répété et j'aggrave mon cas. Bref, avant de reprendre le cours de cette nouvelle leçon, comme on fait dans tous les bons feuilletons, un résumé de l'épisode précédent, très rapide. Paul Valéry fait cours au Collège de France de 1937 à 1945. 80 années passent, pleines de rumeurs autour de ce cours. On en parle, mais personne ne l'a vu. Une revue prend même le nom de Poétique, revue de poétique et d'analyse littéraire. Et puis, j'arrive en 2019, j'arrive au Collège de France et je me lance dans l'édition du cours. Et nous en étions là, et je vous disais, lorsque nous nous sommes arrêtés, que la base de mon travail, c'était le dossier déposé à la Bibliothèque nationale de France, à savoir 2500 feuillets. Un dossier très complexe, assez désordonné, avec des notes rédigées pour le cours, manuscrites ou dactylographiées, des feuilles volantes issues de transcriptions des cahiers. C'est la manière qu'a Valéry de travailler. Vous savez que depuis qu'il a 20 ans et quelques, depuis 1894, il remplit ses cahiers, des cahiers de pensée chaque matin. Et dans les années 20, avec sa maîtresse de l'époque, disons, employons ce terme, et son amie de l'époque, Catherine Pozzi, ils se mettent tous les deux à classer ces cahiers, à retranscrire des morceaux des cahiers, des fragments, et à les classer, à les dactylographier sur des feuilles séparées, chaque fragment sur une feuille séparée, et à classer thématiquement ces feuilles. Ce qui permet ensuite, une fois que l'ensemble de ces pensées ont été classées thématiquement, comme des fiches, ce qui permet ensuite d'interroger tout ce corpus assez facilement en fonction des thèmes. Eh bien, ce corpus que les spécialistes de Valéry appellent les feuilles volantes se trouve aussi à la Bibliothèque nationale de France. C'est un énorme corpus constitué de plusieurs milliers de feuilles volantes. Mais ce corpus a été très utile à Valéry, en particulier pour faire ce cours. Selon les thèmes, il pouvait puiser dedans des fragments des cahiers en regardant directement, non pas les cahiers eux-mêmes, qu'ils parfois il pouvait ouvrir aussi, mais les feuilles volantes. Il utilise aussi, dans ce fond du dossier poétique de la Bibliothèque nationale de France, vous avez des cahiers de brouillon, des transcriptions de leçons faites par des sténotypistes, il y en a quelques-unes, de transcriptions complètes, vous avez des articles imprimés sur le cours ou autour du cours, vous avez des notes sur le cours prises par des auditeurs qui ont été intégrés dans ce dossier poétique de la Bibliothèque nationale de France. Et tout cela permet de reconstituer de manière assez fidèle l'ensemble du contenu du cours. Et c'était bien mon intention au départ. En fait, avec les transcriptions dans ce dossier poétique, avec les transcriptions qui ont été conservées dans ce dossier, avec les leçons qui ont été publiées par Valéry lui-même, la première leçon du cours de poétique en 1937, la leçon sur Voltaire en 1944, il y avait en tout déjà 9 leçons complètes qui se trouvaient là, plus tout le reste, plus quantité de notes préparatoires. Et puis, assez vite, en explorant le dossier, je me suis rendu compte qu'il contenait aussi de nombreuses pages complètement rédigées, longuement rédigées, qui n'ont rien à voir avec les cahiers, du tout. Pour ceux d'entre vous qui ont fréquenté les cahiers, vous savez que ce sont plutôt des fragments assez épars, assez obscurs, parfois, pas toujours. Il y a de tout, et c'est assez passionnant. Mais là, c'était très différent, très différent. C'était, dans le dossier poétique, de très longues rédactions, sur plusieurs pages, des rédactions du cours, le plus souvent, du reste, ces rédactions étant dactylographiées, et tout cela, ces rédactions très longues, me paraissaient d'un intérêt primordial, parce que
C'étaient des textes que Valéry avait rédigés lui-même, à l'égal des textes qu'il pouvait donner dans des conférences ou qu'il pouvait donner dans des articles qui avaient été publiés plus tard par Valéry dans Variété, dans les recueils Variété. Et puis, je reconnaissais aussi dans la façon de procéder de Valéry une habitude ou une psychologie qui est aussi celle de tout professeur, et en particulier la mienne, en tant que professeur. C'est-à-dire que, comme tout professeur, Valéry, d'autant qu'il n'était pas, je vous l'ai dit, professeur de vocation, il est arrivé sur le tard dans le métier, à 66 ans, Valéry était particulièrement inquiet de ses cours, de la qualité de ses cours, et en particulier au début de chaque année. Le début de chaque année, comme aujourd'hui, le stressait énormément. Et donc, il travaillait d'autant plus ses débuts d'année. Et il rédigeait très longuement ses premiers cours. Et donc, au début de chaque année de ces 8 années de cours, on a des rédactions assez longues, très intéressantes. Et ensuite, au fil de l'année, eh bien, les rédactions sont un peu moins longues et plus éparses. Et Valéry, alors, se permet des notes plus brèves. Voici un exemple de ces rédactions. Ici, vous avez donc 2 pages, et en fait, il en reste encore une troisième, 2 pages d'une dactylographie du 6 janvier 1939. Donc, on est la deuxième année, et vous voyez qu'il s'agit bien d'une rédaction pour le cours. Je voudrais vous faire sentir que l'aspect de la production intellectuelle, etc. Donc là, vous avez vraiment un Valéry qui s'adresse, qui prévoit un public qui est devant lui. Et même, parfois, on pourrait avoir l'impression que cette dactylographie est en fait une prise de notes, une transcription de ce qu'aurait dit oralement Valéry pendant la leçon. Et effectivement, on pourrait hésiter. S'agit-il d'une préparation par Valéry de ce qu'il prévoit de dire, ou bien s'agit-il de notes prises par une sténographe a posteriori, après le cours? On pourrait se poser la question parce que, par exemple, vous avez ici quelque chose qui est extrêmement oral. Parmi ces réactions, la fabrication des œuvres. Celui qui fait l'œuvre est, point de suspension, je me trompe. À ce niveau, il n'y a pas de celui. Il y a un système sans nom qui se dégage sur un signal de l'état sans durée et sans inégalité, etc., etc. Vous voyez ici que Valéry, on a l'impression de suivre Valéry oralement, un Valéry qui se corrige oralement, qui corrige la phrase et qui commente ce qu'il vient de dire. Ça ressemble beaucoup à un prononcé, effectivement, tel que je le fais en ce moment devant vous. Pourquoi, cependant, ce n'est pas une transcription de leçon, mais plutôt des notes prises en vue de la leçon? On a quelques indices là-dessus. Il y a un premier indice très fort, c'est qu'en fait, la transcription s'arrête brutalement à la page suivante, à un moment où il y a un changement de sujet. Donc, un sténotypiste, une sténotypiste n'aurait pas arrêté en cours de leçon. Et on a vraiment une préparation qui s'arrête. Les leçons, quand elles sont transcrites complètement. Elles ne sont pas transcrites à moitié ou aux 2 tiers ou au tiers. Par ailleurs, quand on regarde le texte de cette leçon, on voit que le texte est très dense, beaucoup plus dense que ce que dit Valéry à l'oral effectivement. Donc on a plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'une préparation pour des notes très rédigées qui vont ensuite être utiles à Valéry pour faire sa leçon lui-même. Et puis on a un autre indice qu'il ne s'agit pas d'une transcription d'une leçon qui a déjà été faite. D'abord, le fait que ici le texte est annoté par Valéry en marge, ce qu'il ne fait jamais pour des transcriptions, en principe. Donc, ça veut dire qu'en fait, il s'agit d'un ajout
avant la leçon proprement parlée, où il rajoute quelque chose qui lui sera utile pour la leçon. Et puis, vous avez aussi ici un terme, donc, or en suivant l'évolution de premier grand cycle que nous accomplissons et qui se nomme une journée, nous trouverons nécessairement, etc. Une journée ici est en capitale. Et ça, c'est une pratique très caractéristique du Valéry qui écrit pour lui-même ou qui dicte. Parce qu'en vérité, ce texte-là, dactylographié, difficile de le savoir là, il est tout à fait possible que soit Valéry l'a dactylographié lui-même, soit il l'a dicté. Il l'a dicté à l'une de ses amies ou secrétaires qui travaillaient pour lui, en particulier Lucienne Julien-Quint, qui était la femme du directeur, de l'administrateur de la Bibliothèque nationale, Julien-Quint, qui était une grande amie aussi de Valéry, et qui, bénévolement, prêtait à Valéry ses mains pour dactylographier et prendre à la dictée ses cours. Donc beaucoup de dactylographies que nous avons sont en réalité des dactylographies dictées à une dactylographe, qui peut être Lucienne Julien-Quint ou qui peut être une autre personne. Donc on peut très bien imaginer que Valéry dit à ce moment-là, et ça explique très bien ici celui qui fait l'œuvre est... Deux points, je me trompe. À mon sens, c'est ici, on peut très bien imaginer Valéry en train de dicter et de prévoir effectivement de s'interrompre lui-même. Ce qui me fait penser que c'est plutôt ici quand même Valéry qui tape lui-même. C'est d'une part cette ponctuation qu'on a, qui est l'utilisation des 2 points. C'est une ponctuation typique de Valéry. Il ne fait pas 3 points, mais 2 points. Donc une dactylographe n'aurait mis 3 points, et Valéry ici met 2 points. Donc ça, c'est une signature en quelque sorte. Et puis il y a, je vous dis, il y a ces capitales ici qui sont typiques de Valéry. Donc voici un exemple, je me permets de commenter un peu longuement, mais qui vous permet de rentrer dans les manuscrits de ces préparations de cours. Je vous ai dit donc, ces développements sont très nombreux pour les premières leçons et pour les premières années du cours aussi. Donc, il se prépare consciencieusement ses séances, et puis par la suite, il se contente d'improvisation orale et de notes plus éparses. En particulier, dans les dernières années, où, d'une part, il est plus aguerri, clairement, les dernières années du cours, donc à partir des années 42, 43, etc. Et puis aussi, il est fatigué. Ma foi, il se fie davantage à son improvisation et il prépare un peu moins, ce qui explique que dans le dossier de poétique, intitulé Poétique à la Bibliothèque nationale, on ait moins de documents, en vérité, pour les dernières années, par rapport à ce que nous avons pour les premières années. Et donc, voilà ce que nous avons dans ce dossier de l'ABN, et il me paraissait indispensable de faire connaître ces longues rédactions du cours, très nombreuses. Donc, c'était assez facile de sélectionner les rédactions les plus complètes et de les transcrire avec l'aide de mon équipe. Et au bout du compte, cela représentait, dans l'édition que je composais, cela représentait un quart des 2500 feuillets de ce dossier, et surtout les feuillets les plus rédigés, comme je vous l'ai dit. Et l'idée vraiment qui était la mienne, c'était de faire un volume complet autour du cours, autour des 8 années, puisque le cours lui-même, je vous l'ai dit la dernière fois, ce cours lui-même s'est évanoui dans l'air. Nous n'avons quasiment aucun enregistrement, à part les 5 minutes que je vous ai fait entendre la dernière fois. Et du reste, le titre que j'ai choisi pour l'édition, c'est Cours de poétique. Cours de poétique. Ce qui est clair, il s'agit d'éditer tout ce qu'il y a autour du cours, mais ce n'est pas ce que Valéry lui-même aurait édité ou fait lui-même. Si Valéry avait fait le livre autour de ce cours, il ne l'aurait pas intitulé Cours de poétique. Il l'aurait intitulé Poétique, directement, ou il l'aurait intitulé La poétique. Et du reste, lorsque Valéry publie en 1938 eh bien, le programme d'enseignement et de recherche de l'enseignement de la poétique au Collège de France et qu'il publie la première leçon, il l'intitule « Introduction à la poétique ». S'il y a une introduction à la poétique, il y aura ensuite la poétique que l'on attend et qu'il a fait attendre. Bref, nous en étions là, la semaine dernière, avant que le gong ne sonnât et avant que nous nous séparassions.
Et puis, je vous avais annoncé des rebondissements à venir. Alors, d'abord, un petit rebondissement, préludant à un plus grand, évidemment, un petit rebondissement lié aux difficultés du dossier. Beaucoup de notes préparatoires, vous l'avez vu, ici par exemple, 6 janvier 1939, portent la date de la leçon pour laquelle elles ont été rédigées, ce qui est assez pratique. Et parfois, elles portent aussi simplement le numéro de la leçon. Et la question, c'est quelle est la correspondance entre une date et un numéro, et entre un numéro et une date. Ici, vous voyez quelqu'un, peut-être Madame Valérie, après la mort de Valérie, s'est posé la question, alors est-ce qu'elle écrit troisième cours, avec un point d'interrogation. Elle ne sait pas si le 6 janvier 1939, c'est le troisième ou le cinquième cours. Il faudrait voir un peu plus dans le détail, je vois mal d'ici. Et donc, on ne sait pas trop exactement à quel numéro de cours correspond la leçon. Ça encore, quand on a la date, c'est assez précis. On a un élément assez objectif. Mais très souvent, on a simplement un numéro de leçon. Voici deux exemples, toujours venus de la BN, datés de 1939. Le premier, c'est une dactylographie en rouge, avec du reste des ajouts manuscrits, et vous avez marqué, là, clairement, 8e leçon. 8e leçon. La 8e leçon, c'est quel jour? C'est important lorsqu'on édite de savoir exactement comment on va classer, et que si vous avez des morceaux qui sont datés et d'autres qui sont uniquement avec des numéros, il faut les interclasser. Comment faire? Ici, vous avez, toujours 1939, 29e et 30e leçon. Là, c'est juste des notes assez brèves. Alors, qu'est-ce que nous avons pour dater ces leçons? Nous avons la fiche du cours. La fiche du cours indique quand le cours commence. Nous savons que Valérie fait 30 leçons par an, à raison de 2 leçons par semaine, le vendredi et le samedi. Mais nous savons bien, d'abord, il y a des vacances, il y a des congés qui s'intercalent. On n'est pas tout à fait sûr de la date des congés. Et puis, il peut y avoir des absences. Valérie peut être malade, etc. Donc, en fait, il y a une vraie incertitude sur le nombre de leçons effectivement données et à quelle date Valérie donne ces leçons. Et donc, ça me donnait beaucoup de fil à retordre pour faire l'édition de la manière la plus précise possible. J'étais donc bien ennuyé, jusqu'à ce que je m'avise d'une coutume du Collège de France que nous pratiquons, nous, professeurs, encore aujourd'hui. En effet, pour chaque cours que donnent les professeurs, les professeurs doivent signer et dater un registre donc qui est rempli par tous les professeurs, chaque professeur disposant de sa double page. C'est une coutume assez étrange, parce qu'on trouve ça, à ma connaissance, dans aucune autre université, c'est une coutume étrange, mais c'est ce que je fais, c'est ce que je viens de faire avant d'entrer ici. Alors, ici, c'est la page qui me concerne cette année, avant que je ne la signe. Alors, il y a surtout la marque de ma main et du téléphone avec lequel j'ai photographié cette double page de registre. Mais voilà le registre dans lequel je signe pour le cours, pour la leçon du cours et pour le séminaire. Et donc, chaque professeur, je ne dois pas oublier je fais signe à Benoît Peters, ne doit pas oublier de le faire, sinon il ne sera pas payé après ses cours. Bon, je plaisante, c'est une tradition qui, visiblement, n'est pas toujours respectée par mes collègues. Et puis, je me suis dit, bêtement, et plutôt naïvement, mais peut-être qu'effectivement, ce que je fais maintenant et qui me paraît si bizarre, peut-être que cela existait déjà à l'époque de Valérie. Peut-être que de tels registres existaient déjà à l'époque de Valérie. J'ai posé la question aux archivistes du Collège de France, et effectivement, ils m'ont apporté les registres des années 30 et des années 40. Alors, ces registres, vous allez voir, étaient organisés différemment. Non pas une double page par professeur, mais une double page par semaine. Et chaque professeur signait en fonction, alors avec les jours qui vont du lundi au samedi,
Et chaque professeur signait dans l'ordre, ça correspond plus ou moins au créneau horaire. Alors c'est assez... Et il signe, chaque professeur signe, en indiquant, c'est ça qui est très intéressant, en indiquant le numéro du cours, de la leçon qu'il vient de faire. Et donc, alors, d'abord c'est assez extraordinaire, parce que là vous avez la page ouverte sur la première leçon du cours de poétique, le 10 décembre 1937. Et là vous voyez un certain nombre de noms assez prestigieux, outre celui de Valérie, que vous reconnaissez ici, est marqué première leçon pour le vendredi et le samedi, avec marqué deuxième. Vous avez Émile Benveniste, ici. Vous avez Marcel Mauss, ici même, ou bien ici. Vous avez Frédéric Joliot-Curie, ici. Vous avez, j'allais dire, l'infâme Bernard Failly, ici et là. Paul Hazard, ici et là. Qui d'autres, parmi les gens encore bien connus ici. Bon, voilà, en tout cas, c'est quelques-uns des noms attendus. Oui, Edmond Farral, l'administrateur du moment. Vous remarquez qu'on le voit ici, oui, un numéro de leçon correspond en fait à 1 heure prononcée, et quand les professeurs font un peu plus d'1 heure, ici, ils mettent par exemple ici 1 heure 3/4. Et donc, ça permet de comptabiliser jusqu'aux 30 heures qu'ils doivent faire. Et ça, c'est extraordinaire, ce document. D'abord, c'est un magnifique recueil d'autographes. Et il y en a comme ça sur plusieurs doubles pages. Et puis, ça me permettait effectivement de dater très précisément un numéro de leçon. Je pouvais faire la correspondance avec une date précise. Avec un problème malgré tout qui se posait, c'est que dans le registre, il y avait des années dans le registre où je ne retrouvais pas la signature de Valérie. Et pourtant, je savais que Valérie avait fait cours cette année-là. Comment cela se faisait-il? J'ai demandé aux archivistes s'il n'existait pas un autre registre. Et en effet, ils ont trouvé, à leur grande surprise également, ils ont trouvé un autre registre. En fait, il existait 2 registres qui étaient tenus en parallèle. Et selon l'année, le professeur signait l'un des registres ou bien l'autre registre. Pourquoi ? La raison est simple, c'est parce qu'en fait, les professeurs faisaient cours essentiellement dans 2 salles différentes. Les registres étaient disposés dans les 2 salles, et selon que le professeur faisait cours dans telle ou telle salle ou que tel registre avait été déplacé d'une salle à l'autre, eh bien, telle année, le professeur signait tel registre, et telle autre année, c'était l'autre registre qu'il signait. Et donc, ces années blanches que j'avais parfois dans ce registre-ci, en fait, s'expliquaient parce qu'il y avait en fait 2 registres tenus en parallèle, et ça, même les archivistes du Collège de France l'ignoraient. Donc, vous voyez, on découvre sans cesse des petits détails de la vie de l'institution qui sont assez intéressants, assez amusants. Et alors, tout cela m'a permis, d'une part, d'abord de me dire qu'au bout du compte, cela, sans doute, quelqu'un qui n'aurait pas été professeur ici, qui ne connaîtrait pas de l'intérieur le fonctionnement du collège, n'aurait sans doute pas eu l'idée d'aller demander aux archives s'il existait un registre où signaient les professeurs. Ça, c'est parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Donc il y avait finalement une sorte d'avantage insider d'être professeur ici pour pouvoir éditer ce cours. Ça m'a permis donc de dater très précisément ces leçons. Et puis cela m'a permis aussi de compter le nombre de leçons que Valérie avait faites pendant ces 8 années. Et donc il a fait effectivement 197 leçons exactement pendant ces 8 années. Et donc voilà une information qu'il était difficile d'avoir sans cela. Et puis, il y a eu d'autres similarités aussi qui m'ont aidé entre ma propre pratique de professeur et celle de Valérie. Et cela m'a aidé aussi à éditer le cours. Il arrivait souvent, en effet, et je dois vous dire que ça m'arrive malheureusement trop souvent, beaucoup à moi aussi, il arrivait que Valérie préparât trop de matière pour une leçon, et qu'à cause du gong, ils doivent s'arrêter. Alors, en particulier en raison de digressions orales, puisqu'il n'écrit pas exactement tout ce qu'il doit dire. Ce sont des notes qu'il développe. Et puis, vous savez, je vous l'ai dit,
Bonnefoy le rappelle de manière un peu cruelle, Valéry n'avait pas l'habitude de déborder de l'heure de fin. Il ne s'attardait guère avec les auditrices et les auditeurs du cours à la fin, et il se dépêchait de monter dans l'automobile avec chauffeur de l'une des auditrices qui ensuite le raccompagnait chez lui dans le 16e arrondissement. Il venait ici dans le métro, il descendait à la station Odéon, et puis après il était raccompagné en général par l'une des auditrices, ce qui ne m'arrive jamais, je dois dire. Mais moi je suis à vélo, donc il faudrait un tandem, mais bon. Il habitait rue de Villejuste à l'époque, maintenant rue Paul Valéry, 40 rue de Villejuste. Hein, voilà. Et donc, là c'est l'histoire de pendule, mais quand Valéry n'utilise pas toute la matière prévue, eh bien, naturellement, il réutilise les pages restantes pour la leçon suivante. Hein. Et vous le voyez ici, par exemple, deux exemples ici. Donc, ah oui, je ne voulais pas indiquer, mais c'est on voyait ça dans les exemples précédents. Vous avez des numéros ici en haut à droite, ici, qui sont des numéros imprimés, qu'on appelle la foliotation. Ces numéros-là viennent de la Bibliothèque nationale. La bibliothèque, comme on dit, foliote, numérote, donc foliote chacun des feuillets, enfin le département des manuscrits foliote chacun des feuillets qui lui appartiennent. En revanche, les autres numéros, ceux qui sont ailleurs, qui ne sont pas en haut à droite, les autres numéros viennent du manuscrit lui-même et sont donnés par Valéry. Alors ici, vous voyez très bien ce qui se passe. Hein. On est ici dans la 16e leçon, en haut de la page 4, qui est une rédaction pour la 16e leçon. Et puis, eh bien, Valéry s'arrête ici, il fait une barre, un trait horizontal, et il indique ici 17e leçon. Ça veut dire qu'ici, à partir de ce moment-là, la 17e leçon, la leçon suivante, va commencer. Même chose ici. Alors là, vous avez ce numéro 19.2. 19.2, ça ne veut pas dire 19 février, ça veut dire 19e leçon, deuxième page de la 19e leçon. Et du reste, il y a une ambiguïté qui, même pour Valéry, était un peu ennuyeuse, et donc le plus souvent, en fait, et après, il choisit de numéroter ainsi 19 plus une lettre, 19A, 19B, C, ce qui évite la confusion avec une date possible. Donc, ici, vous avez la fin d'une rédaction pour la 19e leçon, et on est en 1938, là, et il s'arrête ici, mais je m'éloigne de mon dessin, et il reprend, il trace un trait, et ici, leçon 20, il commencera la leçon suivante avec les notes ici. Donc, c'est une manière de faire assez classique, je pense qu'on n'a pas besoin d'être professeur au Collège de France pour faire comme ça, je pense que n'importe quel professeur, à un moment ou un autre, a ce type de pratique. Alors, souvent, du reste, il barre ce qui a été déjà utilisé, ce qui a déjà été lu. Il faut savoir que chez Valéry, comme du reste chez beaucoup d'écrivains, ce qui est barré en général d'un trait, je ne dis pas ce qui est raturé, hein, mais ce qui est barré d'un trait direct et simple de manière diagonale, en fait, signifie non pas que c'est nul et que ça ne sert à rien, au contraire, ça veut dire simplement que ça a déjà été utilisé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est annulé. Ça veut dire simplement que c'est juste, il ne faut pas le réutiliser parce que cela a déjà été employé. Mais, en général, ce qui se passe, c'est que Valéry, arrivant à la 17e leçon, ou à la 20e leçon, à la leçon suivante, en vérité, Valéry ne commence pas directement. Valéry ne commence pas directement avec le passage qui suit le trait horizontal. Valéry, souvent, prépare une introduction, un passage introducteur, hein, qui va permettre de commencer la nouvelle leçon. Et donc, en vérité, ce qui se passe ici, c'est que Valéry ne va pas commencer la 17e leçon avec la réflexion qui se trouve ici, mais il va préparer une nouvelle introduction. Et parfois, cette nouvelle introduction peut être assez longue. Hein. C'est un autre développement qui peut parfois prendre plusieurs pages et qui peut amener Valéry à des digressions. Et donc, on se retrouve... Alors, c'est des choses que, personnellement, il
m'arrive de pratiquer aussi. Quand j'arrive à la leçon suivante, je ne commence pas en général directement sur autre chose. Parfois, j'ai besoin de dire autre chose en début de leçon. Et parfois, ça peut être assez long. Ça m'est arrivé dans les années précédentes de faire des digressions très très longues qui retardent d'autant plus ce que j'avais prévu de faire. Eh bien, Valérie, ce n'est pas une excuse, mais Valérie faisait la même chose. Et donc j'ai été assez sensible, si vous voulez, par ma propre pratique, à ce que faisait Valérie. Alors pour moi, c'est assez simple, puisque nous sommes dans les années 2020, j'ai un traitement de texte et j'édite un nouveau fichier, je recopie le fichier et puis je crée un nouveau fichier où je mets l'introduction que j'ai prévue. Mais je ne vous apprends rien si je vous dis que le traitement de texte n'existait pas à l'époque de Valérie. Et donc, que fait-il? Eh bien, il rédige sur une nouvelle feuille, il rédige l'introduction qu'il a prévue. Et ensuite, le problème, c'est que, en revanche, il ne re-rédige pas ce qui a déjà été rédigé. C'est-à-dire que vous avez, dans le dossier poétique, vous avez, à part de ces longues rédactions, vous avez en fait des feuilles qui correspondent à la nouvelle introduction prévue pour la leçon suivante. Et le travail de l'éditeur, c'est de remettre tout ça en place. C'est de retrouver le début de la bonne leçon, avec des systèmes de renvoi auxquels il faut être sensible, avec des petits sigles, des lettres, etc. Voici un exemple. Donc voilà là aussi un fragment, donc une page de rédaction pour le cahier. Vous voyez, barrée, c'est-à-dire qu'elle a été finalement utilisée. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle. PS signifie, c'est le sigle que l'utilise à ce moment-là, ça signifie production de la sensibilité. Donc tout cela est dactylographié avec des ajouts manuscrits. Très bien. Bon. Et puis vous avez ici quelque chose d'un peu bizarre. Un sigle qui ressemble un peu à un dièse de côté. On est sur le folio 185 de ce carton, et en fait, si on est attentif, on peut se rendre compte que au folio 178, qui est une rédaction pour je ne sais plus quelle leçon, il y en a la leçon du 18 décembre 1937, eh bien, vous voyez ces pages, donc vous voyez, c'est des dactylographies très corrigées, avec des ajouts au crayon, des ajouts dactylographiés, etc. Et vous retrouvez ici, bizarrement, un sigle qui, comme cela, isolément, ne veut pas dire grand-chose, mais c'est là qu'il faut être attentif et penser que vous avez exactement le même sigle ici. Et donc, le travail de l'éditeur ici va être de remettre en relation cette page-là, qui est une page d'interpolation, en l'occurrence, et de la remettre à sa place, puisque c'est ce qui avait été prévu par Valérie. Donc, tout ce système de renvoi, pré-traitement de texte, tout cela bouscule l'organisation linéaire des documents, tels qu'ils ont été classés dans le dossier de poétique, et ça demande beaucoup d'attention. En gros, lorsque vous êtes l'éditeur du cours de poétique, vous ne pouvez pas vous dire « j'ai un manuscrit complet pour la leçon 1, j'ai un autre manuscrit complet pour la leçon 2, etc. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En vérité, vous avez souvent un manuscrit dont le texte initial couvre plusieurs leçons, avec des textes intercalaires qu'il faut retrouver et placer au bon endroit, et qui correspondent à des débuts de leçons différentes, ou bien simplement à des augmentations de la leçon. Et donc, il y aurait, maintenant que l'on sait ça, il y aurait deux manières d'éditer le texte. Et vous voyez, je vous fais rentrer en toute confiance dans le système très pratique, mais il me semble que c'est intéressant de voir comment on fait avec de tels documents, car c'est un travail, et on est vraiment ici dans la poétique, si je puis dire, la poétique de l'édition. Il y aurait deux manières d'éditer, donc. Soit éditer le premier texte continu de la première leçon prévue, c'est-à-dire première leçon prévue, mais une leçon non effective, puisque ce n'est pas ainsi que cela a été prononcé. Ça donnerait un texte très long, donc, mais un texte continu avec une rédaction extrêmement longue.
C'est un texte qui existe à l'écrit sur les documents que nous avons, mais en fait qui n'a jamais été prononcé tel quel, puisque Valéry l'a agrandi, l'a allongé, a mis des interpolations, l'a segmenté en fonction des différentes leçons. Et le problème, c'est qu'avec une telle manière d'éditer, vous ne savez plus très bien quoi faire de ces interpolations qui arrivent, comme cela, plus tard, ou de ces interpolations introductives, parfois très longues, et qui vous restent sur les bras en tant qu'éditeur. Alors, vous pouvez les éditer séparément, si vous voulez. Enfin, ce n'est pas très agréable pour le lecteur d'avoir un texte d'abord qui correspondrait à un manuscrit, et puis après, un texte qui correspond à un autre manuscrit. On ne voit plus la logique de pensée. Donc là, c'est une manière d'éditer qui consiste à suivre la logique des documents manuscrits ou dactylographiés, les différents éléments. Et puis, il y aurait une autre solution pour éditer. L'autre solution consiste à reconstituer les leçons effectives, en coupant le texte initial aux bons endroits, tels qu'ils ont été notés par Valéry, et en rétablissant, quand elles existent, en rétablissant les nouvelles introductions et les nouvelles digressions ajoutées par Valéry. Eh bien, c'est cette seconde solution que j'ai choisie, car mon objectif était bien de reconstituer le cours de poétique effectif, dans la mesure où on pouvait le faire, tel qu'il a été donné, leçon après leçon. Et donc c'est cette logique-là, qui correspond plutôt à la logique intellectuelle du cours, qui m'a guidé dans l'édition du cours de poétique. Alors bien sûr, tout ce travail d'établissement du texte reste, la plupart du temps, totalement invisible dans les coulisses de l'édition et dans le texte final tel qu'il a été édité. Le lecteur bénéficie toujours, ça j'y ai tenu et ça me paraît très important pour que l'édition reste scientifique, le lecteur bénéficie toujours au début de chaque leçon, au début de chaque texte qui est repris dans l'édition, le lecteur dispose des références exactes des pages des manuscrits édités. Donc il est toujours possible de se reporter aux manuscrits tels qu'ils figurent à la BN ou ailleurs. Et c'est très facile de le faire, le spécialiste peut évidemment le faire en se rendant à la Bibliothèque nationale, mais on n'a même pas besoin de s'y rendre, en vérité, parce que tout le cours de poétique, tout le dossier poétique de la Bibliothèque nationale de France est maintenant disponible sur Gallica. Gallica, cette base immense de la Bibliothèque nationale, et Gallica a mis en ligne l'ensemble du cours de poétique. Alors, sous forme de microfilms, enfin essentiellement. Il y a parfois quelques photographies qui ont été faites de très bonne qualité, mais pour aller assez vite, Gallica a utilisé les microfilms qui ont été faits il y a assez longtemps, donc ce sont des photographies pas toujours de très bonne qualité, en noir et blanc, mais quand même, ça donne une image assez claire des documents qui se trouvent dans le dossier poétique, et donc il est toujours possible pour chacune et chacun d'entre vous d'aller regarder, vérifier comment j'ai édité le texte et de vérifier si j'ai bien transcrit, bien compris telle notation manuscrite de Valéry. Donc je suis soumis au regard de tous les lectrices et toutes les lectrices et lecteurs. Mais je n'ai pas rendu visibles les sutures des interpolations ni des déplacements de texte tels qu'ils avaient été prévus par Valéry. Tout cela est resté invisible. Mon objectif, c'est vraiment de donner un texte homogène, et c'est comme ça que ça peut se lire, un texte homogène destiné à une lecture fluide, à une lecture courante. Et du reste, ça se lit, me semble-t-il, très très bien comme cela. L'idée, c'est vraiment de rendre actuelle et accessible une pensée, et non pas d'éditer un manuscrit de manière génétique ou diplomatique. Ce n'est pas une édition génétique. Une édition génétique, c'est une édition qui retracerait la genèse du texte, qui indiquerait ici tel passage a été ajouté plus tard. Voilà. Ça, je ne l'ai pas fait. C'est un autre travail d'édition que je sais faire par ailleurs et que j'ai fait ailleurs. Mais en l'occurrence, ici, c'est une édition qui est faite pour la lecture. Et ce que le lecteur lit dans cette édition du cours de poétique, c'est l'état final du texte de Valéry, tel que Valéry l'avait prévu. C'est un état final, et non pas l'histoire de l'arrivée à cet état final. Si vous voulez,
j'ai fait de la haute couture, de la chirurgie. J'ai très bien cousu ensemble les morceaux, ce qui fait que tout ça est très net et très homogène. Et ce que je n'ai pas, ce travail-là, c'est le travail même du typographe. C'est le travail même du typographe qui édite un livre à l'époque de Valéry ou à l'époque de Proust. Certaines d'entre vous sont peut-être allés voir l'exposition Proust, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale et qui se termine bientôt, préparée par Antoine Compagnon, Nathalie Mauriac d'ailleurs. Et donc c'est une exposition assez extraordinaire de manuscrits de Proust, et vous voyez en particulier ces fameuses épreuves avec du texte de Proust, avec des béquets, des paperoles, où Proust ajoute du texte. Et ma foi, c'est le boulot, excusez-moi, c'est le travail du typographe de lire, de déchiffrer le manuscrit de Proust et de l'intégrer dans les nouvelles épreuves qui seront ensuite fournies et qui seront ensuite publiées. Je n'ai pas fait autre chose. J'ai construit l'état final du texte à partir de tous les ajouts manuscrits ou dactylographiés que Valéry a préparés. Il s'agit donc de réintroduire des interpolations manuscrites dans un texte déjà imprimé. Et donc, j'en étais là, j'avais constitué de cette manière ce corpus de manuscrits du cours de poétique, extrait du fond de la BN, et l'ensemble couvrait donc les 8 années de cours. Ça constituait un très fort volume, le maximum possible en vérité, 1 700 000 signes. J'avais rédigé l'introduction, tout l'apparat critique était prêt, et je m'apprêtais à rendre le volume à Gallimard. Et c'est là qu'arrive le deuxième rebondissement, plus important encore, et le fameux cliffhanger. J'en profite pour boire un peu. Et donc c'est là que survient l'accident qui vient tout bouleverser. Alors j'appelle accident la découverte fortuite d'éléments dont j'ignorais totalement l'existence. Mais il faut aussi entendre, donc c'est un sens neutre, si vous voulez, accident. Mais ça a aussi un sens négatif, je dois vous dire, parce que tout le travail que j'avais accompli en presque 2 années allait être transformé de fond en comble par l'accident. Et c'est quelque chose que nous avons vu les années précédentes, et qui est souvent répété par Valéry lui-même. Il n'y a pas de création sans destruction. Donc toute création, même positive, doit commencer d'abord par peut-être une phase destructive. Et puis, moi je retarde un petit peu le moment de la révélation de l'accident, mais c'est une technique. On se demande, une transition un peu abstraite et théorique, on se demande parfois s'il existe des découvertes dans les sciences humaines comme il y en a dans les sciences de la nature, où l'on découvre de nouvelles lois, de nouveaux modèles d'interprétation, etc. En vérité, dans les sciences humaines, les découvertes sont en général d'un autre ordre que dans les sciences de la nature. Il peut s'agir de concepts nouveaux, d'interprétations révolutionnaires de textes, de transformations de paradigmes de compréhension. Voilà comment, souvent, à quoi se résume, et ce n'est pas à quoi se résume, mais ce qu'est la découverte en sciences humaines. C'est la transformation d'une manière de comprendre quelque chose qui existait déjà. Et c'est vraiment cela qui est très important et essentiel. Mais, je dois le dire, parfois, la découverte en sciences humaines est réellement une découverte, au sens Indiana Jones. Je veux dire, la découverte de quelque chose, d'un objet, de document, une découverte dans le sens le plus simple, le plus direct du terme. La découverte ou l'invention, comme on disait, la découverte de documents dont tous, ou presque, ou tous ignoraient l'existence. Et cela est vraiment gravé dans ma mémoire. Je revois, parce que c'était un traumatisme, je revois encore la scène comme si c'était hier, mais ce n'était pas hier, c'était il y a 1 an et demi à peu près. C'était à Sète, où il y a un musée Paul Valéry, où il y a des journées organisées chaque année en l'honneur de Paul Valéry, très, très intéressantes. J'y
suis parfois invité. Et là, je parlais précisément du cours de poétique. Très fier de moi, je dois dire, comme je le suis avec vous aujourd'hui. Et puis, dans les conversations qui accompagnent ce genre de colloque, dans les colloques, le plus intéressant, vous savez, ce sont les conversations qui ont lieu autour du colloque. Il y a un excellent doctorant que j'ai déjà nommé ici, que je peux renommer ici, Rémi Fiolanetto, qui travaille sur Valéry, et qui me demande si je connais les transcriptions du cours de poétique qui figurent à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Alors, la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, cette bibliothèque, vous savez, qui se trouve place du Panthéon, donc vraiment tout près d'ici. Et je connais fort bien cette bibliothèque. Je la connais fort bien. J'ai beaucoup exploré son fonds Valéry, puisqu'il y a un énorme fonds Valéry. C'est le deuxième fonds Valéry, si vous voulez, en France, après la Bibliothèque nationale. Il y a ce qu'on appelle, un terme un peu pédant, le valérianum. Le valérianum. Et quand j'ai fait ma thèse sur Valéry, j'ai utilisé ce valérianum. Alors, qu'est-ce que c'est que ce valérianum? Un petit peu d'histoire, là encore, et ce qui permet encore de reculer l'événement. Mais c'est intéressant parce que le valérianum a été constitué par un ami personnel de Paul Valéry, Julien-Pierre Monod. Julien-Pierre Monod, qui était un banquier, admirateur et ami de Paul Valéry, et qui, quoique banquier, prêtait ses services en tant que secrétaire particulier de Valéry. Il servait de secrétaire particulier à Valéry, c'est assez merveilleux, hein, on aimerait que tous les banquiers fassent ça, et il s'intitulait souvent le ministre de la plume de Paul Valéry. C'était vraiment un grand admirateur de Paul Valéry. Julien-Pierre Monod était le rejeton, comme son nom l'indique, hein, d'une très illustre famille, les Monod, famille protestante, hein, avec de nombreux membres illustres. Vous connaissez peut-être Théodore Monod, par exemple. Hein. Mais il est aussi, mais ça, il ne le savait pas à l'époque, hein, il est aussi le grand-père de Jean-Luc Godard. Hein, ce qui est un lien entre Valéry et Godard qu'on n'imagine pas nécessairement. Mais bref, Julien-Pierre Monod, banquier et ami de Valéry, était aussi un très grand collectionneur de manuscrits et d'éditions de Valéry. Et donc, dans les années 50-60, eh bien, toute sa collection de manuscrits, mais surtout peu de manuscrits, parce qu'il y en a quelques-uns, mais d'ensemble de documents autour de Valéry, en particulier d'éditions, d'éditions originales, de documents, de courriers, de correspondances, etc., puisque c'était Monod qui faisait la correspondance de Valéry, tout cela est arrivé à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Grâce du reste à la fondation américaine Bollinger. Et donc tous les valériens qui se respectent, et même ceux qui ne se respectent pas, connaissent le valérianum de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, avec laquelle j'ai même des liens particuliers, puisque j'ai assez bien connu, j'ai un souvenir assez précis de celui qui a été son conservateur pendant très longtemps, François Chapon, hein, qui est l'auteur de la bibliographie de référence des œuvres de Valéry et qui dirigeait encore la bibliothèque au début des années 1990 et qui m'avait fait visiter, quand j'étais jeune doctorant, la bibliothèque. Et puis j'ai plusieurs fois travaillé dans cette bibliothèque, travaillé sur le fonds Bergson et sur son cours, quand j'en ai fait l'édition dont je vous ai parlé, quand j'ai édité les notes de cours de T.S. Eliot sur Bergson. Bon, je vous en ai parlé la semaine dernière. Je suis absolument désolé de me répandre sur ces détails qui aggravent en quelque sorte mon cas, et ma faute, hein, je dois dire. Mais je veux attester que je connais bien cette bibliothèque et que j'aurais dû savoir ce que m'a dit ce doctorant. Qu'est-ce qu'il m'a dit donc ce doctorant? C'est-à-dire que Rémi Fiolanetto m'a indiqué qu'il existait des transcriptions du cours de la dernière année de 1945 à la bibliothèque Doucet. Énorme surprise. Énorme surprise pour moi, car j'avais consulté le catalogue en ligne, parce que je suis sérieux, malgré les apparences, et j'avais, dans le catalogue en ligne de la bibliothèque Doucet, il n'y avait rien concernant le cours de poétique. Et donc, je m'étais appuyé là-dessus pour ne pas y aller voir de plus près. J'ai eu tort, j'ai eu grand tort. En fait, le jeune chercheur m'a indiqué que le catalogue en ligne était extrêmement lacunaire et qu'en fait, il fallait se référer au catalogue sur fiche
du Valérianum, le catalogue manuscrit qui n'est consultable qu'au Valérianum lui-même, qu'à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Et lui-même avait entièrement dépouillé ce catalogue pour sa thèse, ce qui explique que voilà, il était au courant de cela. Alors, je ne vais pas ici, ce n'est pas une autobiographie que je fais, hein, mais vous pourriez imaginer mon état. Je veux dire, vous venez de terminer un travail, vous allez le rendre, et là vous vous rendez compte qu'il existerait des transcriptions qui viennent bouleverser en fait tout votre travail. Cela dit, rétrospectivement, j'en ai des frissons, parce que imaginez que cette information essentielle me soit parvenue après l'édition elle-même. C'est horrible. C'est le pire qui puisse arriver à un éditeur de texte. Du reste, ça pourrait m'arriver encore, hein, qui sait. Mais du reste, c'est ce qui arrive souvent. C'est un peu la malédiction de toute édition. La malédiction de toute édition, c'est que l'édition elle-même, qui fait parler du texte, de l'œuvre qui est éditée, au bout du compte, fait remonter des informations, des connaissances qui étaient restées latentes. Et donc, c'est assez fréquent que quelqu'un édite un texte et puis, quelques mois ou un an ou 2 ans plus tard, l'édition du texte fait surgir des manuscrits essentiels pour l'édition. Et alors, il faut tout recommencer. Ça nous arrivera peut-être, mais enfin, d'ici là, les choses quand même il y a quand même là 80 ans qui ont été remplis. En tout cas, toute édition se fait toujours sous bénéfice d'inventaire. On ne sait jamais ce qui existerait par ailleurs et dont on n'aurait pas connaissance. Bref, j'étais à 7, je rentre à Paris, je me précipite le lendemain à Doucet, et en effet, je retrouve ces 16 leçons de 1945, donc les ultimes leçons de Valéry, dont quasiment aucun valérien, je dis quasiment aucun parce qu'il en existait au moins un ou deux qui le savaient, dont quasiment aucun valérien ne connaissait l'existence. Alors voici ces leçons qui se présentent sous la forme de dactylographie, ici c'est la première de la série, leçon du vendredi 5 janvier 1945. Eh bien, ce sont des dactylographies que Julien-Pierre Monod avait commandées à une sténotypiste, Fernande Sergent, dont vous voyez ici le tampon sur la couverture. Et donc, il s'agit de dactylographies très propres, puisque la sténotypiste, d'abord, prend en sténotypie la leçon, mais ensuite elle la transcrit de manière dactylographiée. Et donc nous avons uniquement la dactylographie très propre. Bon, ici, elle aurait dû changer son ruban depuis assez longtemps, mais je vous le signale ça parce qu'on est en 1945. Et je vous indiquerai, mais vous verrez, on est en 1945, on a moins de papier, on a moins de rubans de dactylo, moins d'encre, et donc on économise tout. Et on pourra faire la comparaison avec d'autres sténotypies. En tout cas, on a ici un verbatim très complet. Et donc, avec mon équipe, nous nous sommes mis immédiatement à transcrire ces leçons. Mais je découvre aussi, à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, de la correspondance. Alors, parfois de la correspondance anecdotique. Je vous cite celle-ci parce qu'elle est assez amusante. Elle est signée Vincent Auriol. Vincent Auriol, qui à l'époque n'est pas encore président de la République, mais qui est garde des Sceaux, ministre de la Justice du Front populaire. Paris, le 10 décembre 1937. Mon cher président, il s'adresse à Paul Valéry, puisque Valéry était devenu, en 1936, président de la commission de synthèse et de coopération intellectuelle chargée de préparer l'exposition universelle de 1937. Il avait succédé à Henri de Jouvenel, qui était décédé. Henri Jouvenel, le second mari de Colette, si je ne me trompe. Donc, Paris, le 10 décembre 1937. Mon cher président, je me permets de vous signaler que ce matin, ma femme, mon fils Paul et une personne amie ont essayé d'entendre votre conférence au Collège de France. Il s'agit de la première leçon du cours de poétique. C'est vraiment le premier cours que fait Valéry au collège. Ils ont été empêchés, n'ayant pas les autorisations nécessaires. Serait-ce abuser de votre obligeance que de vous demander de faire délivrer les cartes indispensables pour leur permettre, à l'avenir et dès demain, de suivre la série de conférences que vous devez professer. Avec mes remerciements anticipés, veuillez agréer, mon cher président, l'assurance de ma haute considération. Signé Vincent Auriol. Donc voilà une correspondance très officielle, pour une affaire en vérité très privée. Et je suis assez frappé quand même du ton de Vincent Auriol.
c'est pas une demande ici, c'est un ordre. Hein. Du reste, le point d'interrogation est ouvert. Hein. Serait-ce abusé de votre obligeance que de demander? Tout cela est bien dit, très courtoisement, mais c'est quand même clairement un ordre qui est donné pour permettre à sa femme, son fils et l'ami de sa femme, ou son ami à elle, à lui, d'aller assister au cours de Paul Valéry. Et voilà, que cela ne vous serve pas d'exemple. Hein. J'espère ne pas recevoir ce type de correspondance. Alors, ça c'était anecdotique, mais je trouvais ça assez amusant. Il existait par ailleurs d'autres correspondances, et en particulier cette lettre de Gaston Gallimard à Julien-Pierre Monod, où il écrit ceci. Elle est datée du 7 janvier 1938, donc on est là quelques semaines après le début du cours. Cher monsieur, nous faisons déposer à votre domicile un exemplaire du 3e et du 4e cours de M. Paul Valéry. Comme vous le savez, Mademoiselle Sergent, Mademoiselle Sergent, celle effectivement qui a sténographié les cours de 45, Mademoiselle Sergent n'a pas sténographié le 2e cours, mais nous espérons que M. Paul Valéry en a un texte. Et par chance, on a un texte, effectivement, de cette 2e leçon. Mais, Gallimard continue, nous gardons dans nos archives un exemplaire de chaque leçon en attendant que le livre soit imprimé. Nous pensons que ce serait des frais inutiles que d'en faire une 3e copie. Nous vous remettrons, une fois le livre paru, l'exemplaire que nous gardons pour qu'il aille à vos archives. Croyez, cher monsieur, à nos sentiments les meilleurs, signé Gaston Gallimard. Et il écrit à Julien-Pierre Monod, qui est le secrétaire particulier de Valéry. Alors, tout cela est assez fascinant, puisque qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien, d'une part, que les cours de la première année ont été dactylographiés, transcrits par une sténotypiste, et d'autre part, alors, dans le fond de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, il n'y a aucun exemplaire de ces cours de première année. Mais Gaston Gallimard signale que ces cours, cette dactylographie, existent dans les archives de la maison Gallimard et qu'il les conserve en vue de la publication du livre qu'il prévoit de faire sur la poétique. Alors, ça tombe bien, l'édition est prévue pour paraître chez Gallimard. Je demande à l'archiviste de Gallimard, Éric Legendre, s'il connaît ces transcriptions de la première année. Il n'en a jamais entendu parler, elles ne sont pas dans le catalogue, etc. Mais il va aller voir. Et je dois dire que pendant qu'il est allé voir, moi je priais, ce qui n'est pas très déontologique, mais je priais pour qu'il ne les retrouve pas, parce que c'était vraiment ennuyeux, hein, cette histoire-là. C'était vraiment ennuyeux. Et malheureusement, 15 jours après, il m'a appelé, il les a retrouvées. Elles étaient mal classées, pas à l'endroit où il aurait fallu, bref, il a fallu un peu farfouiller, mais elles existaient. Ces leçons, ces transcriptions de la première année existaient effectivement, et donc elles avaient été transmises par les archives Gallimard. Il y avait en fait 12 leçons au total datant de la première année. Et même, je dois dire que Gaston Gallimard, dans une autre lettre, mentionne 2 autres leçons qui auraient dû s'y trouver, correspondant à des dates. On n'a pas retrouvé ces 2 autres leçons. Peut-être se trouvent-elles encore dans les archives, peut-être ont-elles été définitivement perdues, qui sait, peut-être réapparaîtront-elles un jour grâce à cette édition, mais nous verrons bien. En tout cas, je me suis retrouvé d'un seul coup avec 28 transcriptions datées, très complètes, de la première et de la dernière année du cours. 12 pour la première année et 16 pour la dernière année. Et sachant qu'une leçon complète fait entre 40 et 45 000 signes, ces 28 transcriptions, en fait, elles forment à elles seules un volume complet. Donc, c'était une découverte extraordinaire, mais quelque chose de totalement inattendu, mais quelque chose qui bouleversait totalement tout ce que j'avais prévu de faire, parce que mon projet, c'était de travailler uniquement sur le dossier de poétique de la BN. Alors au début, je me suis dit que peut-être, c'est la solution paresseuse si vous voulez, je pourrais me contenter de ne publier que des extraits de ces transcriptions, et puis assez vite, ça a duré 5 minutes ça, mais je me suis rendu compte que c'était impossible. En fait, c'est tellement précieux. Ces documents que nous avons là, ce sont des témoignages tellement importants. Alors non pas de la voix de Valéry peut-être, mais de son ton, de quelque chose qu'on n'a pas par ailleurs. On a vraiment le Valéry causeur, improvisateur, et puis on a la réalité même des leçons. Et donc, il fallait tout publier. Mais tout publier, c'était un énorme travail à faire en plus. Et Gallimard, heureusement, a accepté de publier un second volume du cours de poétique, puisque en plus, il s'agissait d'une mise en valeur des archives de la maison. Mais, et je termine là-dessus, mais évidemment, comme il s'agissait
de faire une édition chronologique, hein, c'était ça mon ambition, il a fallu entièrement recomposer les 2 volumes. Hein, parce que il ne s'agissait pas de faire un volume avec ce que j'avais déjà fait et puis de rajouter un 2e volume. Non, il s'agit de tout refaire pour tout remettre en ordre. Eh bien, ça a été le travail qui m'a occupé pendant la dernière année. Il faut le dire. Alors voilà où nous en sommes. Vous allez dire, c'est une chance merveilleuse, ces transcriptions, mais en vérité, ça a posé d'énormes problèmes, vous allez voir, d'énormes problèmes de transcription, des choses absolument inattendues, et c'est très étonnant et très, très particulier et assez compliqué, vous allez le voir, de transcrire de l'oral. Ça pose des problèmes très étranges, très étranges. Alors, ce n'est pas vraiment un cliffhanger, là, cette fois, mais si, un peu, mais je ne vais pas le faire, donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est assez curieux, mais je vous expliquerai la prochaine fois, donc, pourquoi transcrire de l'oral, c'est assez compliqué. Et puis, nous passerons aussi à beaucoup d'autres choses, au contenu de la pensée même de Valéry. Merci pour votre attention.